Une petite réunion de début de matinée donc pour parler de la transmission d'entreprise dans cette période un petit peu difficile de crise sanitaire doublée d'une crise économique. Et donc pour tous les cédants qui envisagent de transmettre leur entreprise, cette période génère encore plus de questions que d'habitude. Donc voilà, je vous présente donc Paul Urbain, qui est un petit peu flouté. Voilà, donc mandataire judiciaire qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est procédure dans le cadre donc de ces transmissions d'entreprises en difficulté. Car on peut transmettre une entreprise qui rencontre des difficultés. Paul Urbain nous l'expliquera, il y a des précautions particulières à prendre, mais ça reste envisageable. Nicolas Elrivi, en charge du service entreprise en difficulté, nous parlera de l'accompagnement qui peut être fait au niveau de la chambre de métier, et notamment d'un dispositif important qui s'appelle APESA. Et puis moi-même, je vous parlerai donc des modalités de transmission, parce que les entreprises continuent à se transmettre. Elles sont, pour la plupart d'entre elles, en bonne santé, et donc la procédure de transmission est toujours là, qui nécessite des questions. Et donc voilà, vous aurez une petite boîte de dialogue pour ceux qui veulent l'envisager. Et donc nous allons essayer de vous apporter des informations, et nous restons les uns et les autres de toute façon à votre. Une chose importante donc à retenir, c'est qu'il ne faut pas rester seul. En période ordinaire, quand on organise une transmission d'entreprise, il faut se faire accompagner, et encore plus dans ces périodes difficiles. Donc dans les partenaires primordiaux qui peuvent vous accompagner dans cette préparation et cette concrétisation de transmission, bien évidemment, il y a votre expert comptable, les banquiers, les autres financeurs comme les associations qui font des prêts d'honneur sont également des partenaires indispensables. Et puis, dès que l'on passe sur des aspects juridiques, le notaire et l'avocat pour la rédaction des actes, les administrateurs, les mandataires face à la procédure particulière de cession d'une entreprise en difficulté sont là pour vous aider. Et puis, bien sûr, également donc la chambre de métier. C'est, comme je disais, la parole à Nicolas Elrivi, qui va nous parler de ce dispositif donc APESA, qui est là pour soutenir psychologiquement les chefs d'entreprise en souffrance. Et malheureusement, dans la période que l'on rencontre, c'est une situation à laquelle tout un chacun peut être soumis. Nicolas, je te laisse la parole. Qu'en est-il de ce dispositif APESA? Donc, merci Annie. Donc moi, je m'occupe des entreprises en difficulté, donc que ce soit en prévention ou en accompagnement en procédure collective. Donc APESA est une association qui a été créée en 2013 donc par le greffier du tribunal de commerce de Saintes, donc Marc Bignet, et Jean-Luc Douillard, qui est également un psychologue, qui sont donc les cofondateurs de APESA France. APESA 87 a été créé quant à lui en 2017, donc là aussi avec le tribunal de commerce de Limoges, le greffier de Limoges, la chambre de commerce et la chambre de métier. Donc en fait, ils sont partis, l'association APESA est partie d'un constat assez dramatique, malheureusement, puisqu'on constate qu'il y a un suicide des chefs d'entreprise tous les 2 jours en France. Donc si en plus de ça on rajoute les agriculteurs, donc c'est un suicide tous les jours, malheureusement. Donc APESA est là donc pour aider les personnes qui sont en souffrance. Donc APESA, ça veut dire aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Et ça permet donc dès qu'une personne se sentirait mal, aurait des idées noires, d'avoir la possibilité d'avoir des consultations gratuites auprès de psychologues, donc pour pouvoir aider à s'en sortir. Donc quand une entreprise en difficulté traverse des moments compliqués, on parle souvent du capital financier, donc
toute une analyse qui peut être faite pour savoir d'où viennent les difficultés. Est-ce que ce sont des problèmes de trésorerie? Est-ce que ce sont des problèmes donc, de financement? Donc il peut y avoir pas mal de choses et on parle rarement du capital humain. Donc le capital humain, c'est l'état de santé, santé psychologique donc, du chef d'entreprise. Donc il faut savoir que la prise en charge donc, par APESA est confidentielle, elle est gratuite et elle se réalise toujours à proximité donc, du domicile du chef d'entreprise. Deux manières pour pouvoir bénéficier d'APESA. Donc, il faut savoir qu'il y a des sentinelles qui sont formées donc, sur le département, environ une centaine, hein, qui peuvent être donc, des experts comptables, des banquiers, des avocats, les mandataires, les administrateurs judiciaires. Et nous, en tant que conseillers également à la chambre de commerce ou à la chambre de métier. Ces sentinelles donc, ont été formées pour détecter ce qu'on appelle des signaux faibles hein, qui peuvent nous alerter donc, sur la souffrance d'un dirigeant. Et puis, bon, étant donné qu'on a l'habitude de recevoir pas mal de chefs d'entreprise, on peut discerner ceux qui sont plus ou moins bien. Donc, le rôle des sentinelles est de présenter ce dispositif et de proposer aux chefs d'entreprise qui en auraient besoin, donc de mettre en place ce qu'on appelle une fiche alerte qui permettra donc au réseau des psychologues donc d'appeler le chef d'entreprise vraiment, enfin très rapidement dès lors que la fiche alerte sera envoyée. Normalement, ils sont engagés à faire un rappel dans les 24 heures, mais ça se réalise beaucoup plus rapidement. Là, sur les dernières stats que l'on a, le durée moyen de rappel est de 40 minutes après l'envoi de la fiche alerte. Donc, ce premier entretien qui est fait par un psychologue donc, au téléphone, qui dure en moyenne entre une demi-heure, 3/4 d'heure, permet de faire un peu le point sur les difficultés donc, du chef d'entreprise. Et si besoin, il peut également le réorienter sur un psychologue qui sera donc sur le département pour prendre en charge le chef d'entreprise. Sachant qu'il y a la possibilité d'avoir 5 rendez-vous qui sont pris en charge donc, par APESA. Donc voilà ce que je peux dire sur APESA. Alors bon, il y a soit les sentinelles, soit également un numéro vert qui a été mis en place. Donc le numéro vert, donc je peux vous donner et puis vous pourrez également le retrouver sur notre site internet. Donc il s'agit du 0805 65 50 50. Donc un numéro vert qui a été mis en place depuis un an, hein, depuis le début de la crise sanitaire. Tout chef d'entreprise peut appeler s'il en ressent besoin. Donc c'est vraiment un relais pour nous important parce que nous ne sommes pas des psychologues de métier, donc ça permet également d'orienter pour aider dans des cas qui peuvent être compliqués. Voilà. Merci Nicolas. Alors, on revient un petit peu sur notre chapitre transmission d'entreprise. Donc déjà, ce contact APESA, n'hésitez pas à l'utiliser, que vous soyez déjà engagé dans une phase de transmission ou pas. Bien évidemment, c'est ouvert à tous. Pour ceux donc qui envisagent une transmission dans les mois ou dans les années qui viennent, la règle est toujours la même. Il faut donc préparer cette phase de transmission. Pour certains, malgré tout, il y aura le souhait ou la contrainte de faire une cessation d'activité sans reprise. Dans ce cas-là, donc, eh bien, commencez pour ceux qui sont à l'approche de l'âge de la retraite, de faire établir votre dossier de retraite, de vous mettre en contact avec la caisse pour bien savoir où vous en êtes et à quel moment vous pourrez effectivement partir. Et puis, si se profile donc cette cessation d'activité sans transmission, il va falloir faire le point un petit peu en amont avec votre comptable en vue de la préparation des bilans, des comptes de résultats de fin d'activité qui ressembleront sensiblement à des bilans et comptes de résultats de fin d'exercice. Il y aura quand même quelques écritures supplémentaires et donc il est important de faire le point en amont. Ce point en amont qui sera primordial d'établir pour voir au niveau des dettes. Est-ce que vous avez des dettes anormales en prévision de cet arrêt d'activité ou des dettes normales? Donc, si vous êtes dans une situation de dette normale, là aussi, anticipez
de façon donc à bien savoir au niveau bancaire, au niveau fournisseur, au niveau fiscal et social, ce qui doit se passer. Nicolas, Paul, par rapport à un artisan qui serait dans une situation de dette, qui n'a pas envisagé de transmission d'entreprise, qui est dans une situation de dette un peu anormale en prévision de son futur arrêt d'activité, quels sont les conseils ou les démarches que vous pouvez préconiser? Nicolas? Alors, disons que s'il y a des dettes, alors il faut essayer d'abord de faire le point avec les différents créanciers pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. L'idéal, c'est de mettre en place des échéanciers, hein, si jamais l'entreprise n'a pas la possibilité de pouvoir les régler. Alors après, tout dépend en fait aussi de la forme de l'entreprise, hein, si c'est une entreprise individuelle, si c'est une société. Bon, il existe des possibilités, donc voilà, d'échelonnement. Et si les dettes sont trop importantes, il y a la voie judiciaire, donc le passage en redressement. D'accord. Donc, anticiper et essayer éventuellement d'organiser un échéancier pour aboutir à une radiation pure et simple, ce serait la meilleure solution dans cette situation-là. Normalement, lorsqu'on sera dit, il faut effectivement être à jour de ses dettes. Si ce n'est pas possible, il faut avoir une entente avec vos créanciers, quitte à échelonner après radiation, donc le solde des dettes avec eux, mais il faut avoir un accord officiel écrit avec eux, et donc ensuite procéder à la radiation. Donc cette radiation se fait toujours auprès du centre de formalité des entreprises, qui est celui qui se charge des formalités d'immatriculation, radiation ou modification. Donc en général, on sera dit au premier jour où l'on s'arrête, et on a un mois à compter de l'arrêt d'activité, donc pour envisager cette radiation. Alors, l'autre solution qu'on peut espérer voir mise en œuvre, c'est donc la cessation avec reprise envisagée, avec transmission possible. Et là, que l'on soit en période de crise ou pas, la démarche est toujours la même. Donc, il faut bien sûr commencer par savoir ce que l'on veut vendre et dans quelle fourchette de prix on va pouvoir faire cette vente. Donc, la première vraiment démarche est qu'il faut faire assez tôt par rapport à un arrêt d'activité. Il faut commencer à rentrer dans cette démarche au moins 2 ans avant l'arrêt probable d'activité. C'est de commencer par faire établir un diagnostic estimation de l'entreprise pour savoir est-ce que l'on va transmettre un fonds de commerce, qu'on appelle nous des éléments d'actifs, est-ce qu'on va transmettre des titres de société, et puis bien déterminer où sont les points forts et les points faibles de l'entreprise pour pouvoir négocier en rapport avec ses points forts et ses points faibles, et puis proposer un prix qui soit cohérent au niveau de l'entreprise. Pour ces affaires-là, surtout pour ceux parmi vous qui allaient arriver à l'âge de la retraite, ça fait des années que vous travaillez avec l'entreprise, cet outil de travail auquel vous êtes attaché, et c'est vrai que quelquefois, il peut y avoir une vision un petit peu affective de l'entreprise qui peut interférer sur la valorisation et vous donner des envies de valorisation qui peuvent être un petit peu au-dessus de ce que vaut réellement l'entreprise. Donc, un diagnostic estimation est quelque chose qui vous aidera justement à pouvoir vous mettre sur une fourchette de prix qui soit cohérente, viable et réalisable pour la transmission de l'entreprise. Donc, ce diagnostic permettra justement de faire le point. Est-ce que une cession de titres, si l'on a affaire à une société, est envisageable, en sachant, on en reparlera un petit peu plus tard, que dans ce cas-là, le repreneur reprendra les biens, mais également les dettes. Donc, le diagnostic permettra de faire le point sur ces modalités-là. Et puis ensuite, il faudra engager le reste du processus de transmission, c'est-à-dire qu'une fois que l'on aura établi ce que l'on veut vendre et à quel prix on peut le vendre, eh bien, il faudra trouver des repreneurs. Et pour trouver des repreneurs, la solution, outre de contacter les services cession-reprise des chambres consulaires, que ce soit chambre de métier ou chambre de commerce pour ceux qui ont la double immatriculation, donc diffuser des annonces sur tous les supports possibles. Là aussi, je reviendrai un peu sur ces questions-là. Et lorsque ces diffusions d'annonces vont pouvoir générer des contacts, eh bien, vous, cédant,
maintenant, vous allez rentrer dans une phase de rencontre et de négociation avec des repreneurs possiblement intéressés par votre entreprise. Et donc là, le diagnostic estimation va être un outil important puisque vous aurez un descriptif de l'entreprise tout à fait objectif à utiliser et à fournir aux repreneurs intéressés. Et puis, dans cette phase de négociation, face aux points forts et aux points faibles, vous pourrez utiliser donc les points forts comme argument pour maintenir vos prix. Et puis, vous saurez par rapport aux points faibles les éléments sur lesquels il faudra lâcher du lest. Et lorsque la négociation aboutira avec un repreneur, eh bien, il faudra ensuite laisser la main aux juristes, notaires, avocats principalement, pour pouvoir établir les actes de vente. Et ce sont eux qui se chargeront en fait de procéder donc à la radiation du cédant et à l'immatriculation du repreneur. Alors, j'en parlais tout à l'heure, donc vraiment la première démarche, hein, les fondations de cette démarche de transmission, c'est le diagnostic estimation de l'entreprise. Faire une estimation sans diagnostic préalable, c'est occulter justement les points forts et les points faibles qui sont primordiaux pour définir le prix d'une entreprise, parce qu'il existe plein de méthodes d'estimation, mais elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Et les points forts et les points faibles de l'entreprise, ses caractéristiques, la typologie des clients, la qualité de l'outil de travail, que ce soit au niveau matériel ou local, va donc permettre en fait de pouvoir affiner ces méthodes d'estimation et d'avoir une fourchette de valorisation plus cohérente. Donc, outre l'aspect descriptif, analyse de l'activité, bien évidemment, il faudra faire une analyse d'exploitation. Alors, jusqu'à maintenant, l'analyse d'exploitation donc portée sur les 3 dernières années, mais face à la situation que nous connaissons depuis 2020, il est souhaitable désormais de faire une analyse d'exploitation au moins sur les 5 dernières années, pour que ceux qui ont vraiment rencontré des difficultés en 2020 et qui les rencontrent encore en 2021 puissent avoir des estimations qui vont raisonner sur une tendance de l'entreprise et pas uniquement sur les derniers chiffres qui seront peut-être moins bons. Et puis pour ceux, parce qu'il y en a parmi vous pour lesquels la crise a été porteur de plus de clientèle et d'un accroissement pour certains importants de chiffre d'affaires, là aussi, de raisonner sur une tendance réelle de l'entreprise et pas uniquement sur des derniers chiffres qui ont connu des augmentations importantes. Donc voilà, cet outil de diagnostic estimation est vraiment la base de la démarche de transmission. Donc votre expert comptable peut pratiquer ce diagnostic estimation. Le service dont je m'occupe à la Chambre de métier est là aussi pour pouvoir établir ce diagnostic estimation. Ça peut être aussi un travail en commun avec votre comptable, mais en tout cas, faites cette préparation préalable. C'est vraiment indispensable comme démarche de façon à pouvoir donc lancer les diffusions d'annonces. La démarche chronologique, c'est diagnostic, estimation, déterminer ce que l'on vend, dans quelle fourchette de prix, pour ensuite pouvoir lancer des diffusions d'annonces. Parce que si les diffusions d'annonces portent leurs effets, il va y avoir des contacts. Et ces contacts repreneurs, très vite, la question qu'ils vont poser, c'est quel prix pour cette entreprise? Donc, il faut avoir déjà préparé ça en préalable. Alors, quand on parle de prix dans cette période compliquée que nous vivons, le souci pour beaucoup d'entre vous, c'est est-ce que je vais pouvoir maintenir un prix cohérent pour cette entreprise? Est-ce que le prix que j'aurais pu avoir en période normale pourra être maintenu? Ça, malheureusement, je ne peux pas vous apporter de garantie et la logique voudrait
que l'on aille plutôt vers une tendance à la baisse des prix, ou alors c'est essayer de vous organiser différemment, c'est-à-dire que vous pouvez convenir avec un repreneur qui, face à la situation, aura un petit peu plus de crainte sur le prix qu'il pourra économiquement supporter. C'est peut-être de scinder les choses, c'est-à-dire de lui faire payer une partie du prix immédiatement et puis de convenir qu'il y aura un complément de prix à 1 an, à 2 ans ou à 3 ans, en fonction donc de ce que vont donner les 2 ou 3 premiers exercices de reprise. Autre possibilité pour faciliter cette démarche et le prix possible de l'entreprise, c'est surtout tout parti du prix de faire un crédit vendeur. Jusqu'à maintenant, c'est des choses qui se pratiquaient notamment sur le stock, c'est-à-dire que le repreneur finançait d'entrée de jeu la totalité du prix en passant par un prêt bancaire, et puis sur tout ou partie du stock, le cédant faisait un crédit vendeur, c'est-à-dire qu'il se transformait un petit peu en organisme financeur et le repreneur donc payait le stock en plusieurs fois grâce à ce crédit vendeur. On peut envisager pour les situations les plus tendues parmi vous que cette notion de crédit vendeur soit utilisée également sur une partie du prix du fonds de commerce ou des titres de société. Et puis donc pour ceux parmi vous qui sont en société, c'est vrai que c'est l'avantage un peu de ce type de forme juridique par rapport à l'entreprise individuelle. En entreprise individuelle, on cède forcément la totalité du fonds de commerce, la clientèle, le matériel. Lorsqu'on est en société, par contre, on peut faire une cession étalée dans le temps et donc un règlement du prix étalé dans le temps. Donc, c'est une des pistes possibles de réflexion qui peut permettre donc au niveau de l'entreprise de pouvoir maintenir un prix. Il est bien certain que préparer cette transmission, c'est toujours une situation qu'il faut analyser et établir au cas par cas, et encore plus dans cette période de difficulté. Alors, en parlant de période de difficulté, je vais me tourner donc vers Paul Urbain, donc mandataire judiciaire, pour voir un petit peu avec lui si votre situation de dette est plus conséquente, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour malgré tout envisager une transmission d'entreprise. Paul Urbain, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, il a vous posé la question de la faisabilité, l'opportunité, la possibilité de vendre une entreprise en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vendre une entreprise en difficulté? La vente d'une entreprise en difficulté, elle vise l'hypothèse, elle vise la situation de l'entrepreneur qui souhaite vendre son entreprise, qui souhaite la commercialiser pour une raison ou une autre, une raison de retraite, une raison de fatigue, souhaite passer à autre chose. Mais toujours est-il que cet entrepreneur, ce vendeur, est confronté à des dettes qu'il n'est pas en mesure dans l'immédiat face auxquelles il ne peut pas faire face. Ça peut être du passif social fiscal accumulé au cours de la dernière crise sanitaire, ça peut être un litige prud'homal, ça peut être le PGE dont le cédant a fait un différé d'amortissement de 24 mois et dont il se rend compte qu'il ne pourra pas payer la première échéance en mars ou avril 2022. Ce sont toutes ces situations dans lesquelles notre cédant est bien conscient qu'il est confronté à du passif, à des dettes, à des obligations, des engagements auxquels il ne peut pas faire face concomitamment à la cession de son entreprise. Est-ce que, du coup, la cession d'entreprise en difficulté dans cette situation est possible? Oui, mais elle est risquée. Oui, c'est possible parce que en théorie, rien n'empêche un entrepreneur de vendre son entreprise. Vous n'avez aucune disposition législative ou réglementaire qui va venir disposer que l'entrepreneur endetté se verrait interdit de vendre son entreprise. Il n'y a pas de dessaisissement, il n'y a pas d'indisponibilité du fonds de commerce du fait de l'existence de dettes. Donc, autrement dit, c'est possible. Rien n'empêche, encore une fois, un entrepreneur en difficulté de trouver un acquéreur et de vendre le fonds de commerce. Sur la théorie, pas de difficulté.
Simplement, il faut mesurer, apprécier le risque qui entoure cette opération, qui pourrait être critiqué au sens juridique du terme par une juridiction ultérieurement. Pourquoi? Parce que alors de deux choses l'une, soit la vente du fonds de commerce ou du fonds artisanal permet, grâce aux produits de cette vente, de couvrir l'intégralité du passif, et de ce passif, non seulement le passif connu, mais également le passif latent, donc risque de contentieux prud'homal, les passifs générés par la vente, plus-value, par exemple. Donc, si le passif peut être couvert par le prix de vente, pas de difficulté. La vente peut s'accomplir puisqu'il n'y a pas de préjudice, il n'y aura pas de créancier qui demeurera impayé au terme de cette opération de vente. En revanche, si ce n'est pas le cas, l'opération peut être une opération risquée parce que, de par cette vente, notre vendeur va se départir de son outil de production, va se départir de son entreprise créatrice de valeur, et s'il n'est pas en mesure de faire face à son passif avec le prix de vente, sauf à ce qu'il dispose d'autres sources de financement, il y a un fort risque d'état de cessation des paiements qui pourrait survenir dans les semaines ou mois qui suivront la vente, dans la mesure où notre entrepreneur n'aura plus de ressources liées à son activité qui aura pris fin suite à la vente. Donc, en fait, l'état de cessation des paiements, notre vendeur pourrait provoquer l'ouverture d'une procédure collective. Et que se passe-t-il lorsqu'une procédure collective est ouverte? C'est que la juridiction de la procédure va venir examiner tout ce qui a été réalisé par l'entrepreneur, tout ce qui a été réalisé par le débiteur quelques semaines ou quelques mois avant cette ouverture de procédure collective, et pourrait considérer que la vente de fonds de commerce est un acte qui a été conclu à des conditions déséquilibrées, ou encore que l'acquéreur était informé de l'état de cessation des paiements du vendeur, et pourrait en fait ni plus ni moins que remettre en cause cette opération. Donc il y a un risque en fait de remise en cause de l'opération de vente si cette opération de vente de fonds artisanal ou commercial d'entreprise a été réalisée pendant une période qu'on appelle la période suspecte, pendant une période de cession des paiements. Donc il y a un risque. Bon, il faut que c'est dans le mesure. Il y a également un risque pour le cessionnaire, puisque ce risque il pèse tant sur les épaules du vendeur que de l'acquéreur. L'acquéreur prend un risque en acquérant une entreprise propriété d'un entrepreneur endetté. Pourquoi? Parce que lorsque l'acquéreur va acquérir cette entreprise, lorsqu'il va l'acheter, il peut être confronté à des créanciers du vendeur qui ont pris des sûretés, un nantissement de fonds de commerce par exemple, pour la sûreté la plus classique, sur le fonds. Et ce créancier doit être payé lors de la cession. S'il n'est pas payé, il n'acceptera pas de donner ce qu'on appelle une main levée de son inscription, et le défaut de main levée de son inscription pourrait contraindre le nouveau propriétaire du fonds, l'acquéreur, devoir payer les sommes qui n'avaient pas été réglées par le vendeur. Donc c'est un premier point qui est effectivement à circonscrire. Pour l'acquéreur, vous avez par ailleurs, pour l'acquéreur, un risque par rapport au contrat qui pourrait être cédé. Lorsqu'on rachète un fonds artisanal ou commercial, le bail est transmis. Or, vous avez de plus en plus souvent des stipulations contractuelles qui prévoient que le cessionnaire sera tenu de l'impayé locatif du cédant. Donc là encore, ça peut être un danger pour le cessionnaire qui va se retrouver à devoir payer les échéances locatives qui n'ont pas été réglées par le précédent propriétaire du fonds. Vous avez également toujours dans ce risque qui peut peser sur le cessionnaire d'être tenu aux dettes du cédant. Vous avez un article dans le Code du travail, dans l'hypothèse où l'entreprise vendue emploierait des salariés. Vous avez un article très important qui est l'article 1224-2 du Code du travail qui prévoit que dans l'hypothèse où le salarié dont le contrat est transféré du cédant au cessionnaire, ce salarié n'était pas régulièrement payé, qu'il pouvait faire valoir des créances salariales à l'égard du cédant, ce salarié peut se retourner contre le cessionnaire. Donc, voilà, en gros, l'idée, c'est de comprendre que le cessionnaire prend un risque en acquérant une entreprise auprès d'un vendeur
endetté parce qu'il peut être tenu à une partie du passif contracté par ce vendeur. Et puis plus généralement, on l'a dit tout à l'heure, le tribunal, excusez-moi, peut remettre en cause certaines opérations passées quelques temps avant l'ouverture de la procédure collective. Évidemment, c'est la catastrophe si notre acquéreur, quelques semaines, quelques mois après la procédure collective de son vendeur, se retrouve confronté à la nullité de la vente du fonds de commerce, puisqu'il se retrouve dépossédé du fonds qu'il a acquis, le prix qu'il a versé ne lui est pas remboursé. Enfin voilà, c'est une situation qui peut être très compliquée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est possible en théorie, mais elle comporte un risque. Et si c'est ce chemin qui est emprunté sans procédure telle qu'on va l'aborder après, il faut être conscient des risques que peuvent susciter ce type d'opération. Alors comment procéder à une vente d'entreprise en difficulté? Qu'est-ce que prévoit le Code de commerce? Quelles sont les procédures proposées? En fait, vous avez en droit français deux types de procédures. Vous avez les procédures amiables et les procédures collectives. Les procédures amiables, il y en a deux en France, c'est la procédure de mandat ad hoc et de conciliation. Et les procédures collectives, vous en avez trois: sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Pour faire très synthétique, on pourra revenir ensuite si vous le souhaitez. Les procédures amiables, donc mandat ad hoc, conciliation, ce sont des procédures qui sont 100% confidentielles. Ce sont des procédures qui sont totalement amiables dans les moyens, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de coercitif à l'égard des créanciers de l'entrepreneur en difficulté, ni aucun, bien évidemment, outil coercitif contre notre entrepreneur qui doit être à l'origine de cette démarche. C'est une procédure qui est volontaire, amiable et confidentielle. C'est une procédure qui est ouverte par le président du tribunal de commerce, qui désigne un mandataire amiable, celui-ci ayant comme mission d'essayer de trouver une solution entre notre entrepreneur et ses créanciers. Et puis vous avez donc, ça c'est la procédure amiable, et puis vous avez les procédures collectives, donc qu'on appelle usuellement mesures de faillite, donc procédure de sauvegarde, procédure de redressement judiciaire, qui sont deux procédures collectives dont la finalité est la poursuite de l'activité et le paiement du passif. Et vous avez une troisième procédure collective, qui est la liquidation judiciaire, qui est une procédure collective qui, elle, est associée avec la cessation d'activité et la réalisation des actifs. Donc, ça, c'est pour le panorama de ce qu'il existe en droit français. Donc, vers quel type de procédure l'entrepreneur en difficulté, désireux de céder son entreprise, doit-il s'orienter? Bon, ben, il faut qu'il aille voir son expert comptable, son avocat, son notaire, son conseiller attitré, un mandataire judiciaire éventuellement pour l'orienter. Mais là aussi, de deux choses l'une, soit il semble envisageable, après réflexion, de pouvoir solder le passif, de trouver une solution avec les créanciers du vendeur à l'occasion de cette cession, avec une transaction réalisée avec les créanciers, avec une négociation avec des fournisseurs qui consentiraient un abandon ou un échéancier, avec en cas de litige, plusieurs litiges prud'homaux, comme on peut le voir parfois, une transaction, une issue transactionnelle, une issue amiable avec les salariés qui accepteraient de se contenter du prix proposé par un acquéreur. Enfin, le champ des possibles est large. Soit il est possible de trouver une solution pour payer ce passif et la voie du mandat ad hoc ou de la conciliation peut être une voie opportune, étant entendu que le fonds de commerce sera vendu selon les règles communes, selon les règles de vente de fonds de commerce qu'on applique en dehors pour une entreprise in bonis, en dehors de tout cadre de procédure collective. Donc, si on peut trouver une solution amiable, transactionnelle, la procédure de mandat ad hoc ou de conciliation peut être utile. Si ce n'est pas possible, parce que le passif est démesuré, parce que, encore une fois, on est très loin du compte, parce qu'il n'y a absolument aucune possibilité de trouver un accord, éventuellement il y a des relations conflictuelles avec certains créanciers, eh bien, à ce moment-là, on bascule dans la procédure collective. En basculant en procédure collective, le bénéfice va être important pour le vendeur et pour l'acquéreur. Pour le vendeur, pourquoi? Parce que le vendeur va se placer dans une procédure qui va le protéger, il ne pourra plus être poursuivi par ses créanciers, et il va également s'inscrire dans le cheminement qui est prévu par le Code de commerce en cas de survenance d'un état de cessation des paiements. Donc le vendeur se conforme aux dispositions du Code de commerce, et puis surtout, grâce à la liquidation judiciaire, c'est un immense bénéfice offert pour le droit français, lorsqu'une liquidation judiciaire est cloturée pour insuffisance d'actifs, autrement dit, lorsqu'une liquidation judiciaire est clôturée
alors même que l'intégralité des créanciers du vendeur n'a pas pu être désintéressés, n'a pas pu être payé, alors il y a une clôture pour insuffisance d'actifs et il y a un principe qu'on appelle le principe de non-reprise des poursuites individuelles qui permet à notre entrepreneur d'être libéré des dettes. Voilà. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et pour finir, cette vente en procédure collective est très intéressante pour le cessionnaire également, parce que cette vente en procédure collective est dérogatoire à la vente de fonds de commerce en droit commun, et en fait, elle va permettre à l'acquéreur de s'assurer qu'il ne reprenne que l'actif et pas le passif. Parce que si on prend les risques qui existaient dans le cadre d'une vente in bonis, notre acquéreur va par exemple pouvoir purger les inscriptions, c'est-à-dire que le créancier du vendeur soit d'accord ou non pour la cession du fonds artisanal ou commercial au profit du cessionnaire, ce cessionnaire ne pourra plus être poursuivi par le créancier inscrit sur le fonds de commerce. Par ailleurs, il y a un certain nombre de dispositions contractuelles telles que, on l'évoquait tout à l'heure, la solidarité vis-à-vis du bailleur, du repreneur pour les dettes du cédant. Ces stipulations sont non écrites. L'article 1224-2 est écarté également. Donc la reprise dans le cadre d'une procédure collective est beaucoup plus sécurisée pour le cessionnaire et c'est la raison pour laquelle elle peut être encore une fois opportune dans l'hypothèse où le passif est trop important du vendeur. Donc un mot de conclusion, la vente d'une entreprise en difficulté est une opération qui est attentatoire au patrimoine du cédant et encore une fois, si elle doit être réalisée, il faut qu'elle soit faite avec l'assistance de conseil, d'une part, et en empruntant la bonne voie balisée qui peut être soit celle d'une procédure amiable, conciliation mandat ad hoc, soit en cas de situation économique et financière trop dégradée, d'une procédure collective. Merci, merci Paul Urbain. Donc on voit que même quand la situation est dégradée, il est tout à fait possible de transmettre une entreprise et il ne faut pas avoir peur en fait de se mettre en contact avec les mandataires, avec le tribunal de commerce quand on a une situation problématique. Comme je le disais en introduction, on a besoin d'être accompagné, d'être encadré dans cette démarche de transmission et à plus forte raison lorsqu'on est dans une situation économique dégradée au niveau de l'entreprise. Surtout, voilà, bien voir qu'il y a possibilité de procédure amiable et que ça peut éventuellement permettre de déboucher sur une situation qui est réglée et sinon, voilà, engager une procédure contentieuse. Et donc ça va concerner en fait tout type d'entreprise. Nous, on évoque cette situation-là au jour d'aujourd'hui, principalement pour les gens qui veulent transmettre l'entreprise, mais la situation amiable évoquée par Paul Urbain va concerner un chef d'entreprise qui n'envisage pas de transmettre. La notion d'appurement des dettes va toujours se poser. Donc, si on est dans une situation plus favorable de transmission, je parlais tout à l'heure de cette première étape primordiale du diagnostic estimation. Deuxième étape que j'évoquais, c'était qu'est-ce qu'on va transmettre et comment le transmettre. Donc, vous êtes en entreprise individuelle, ce que vous allez transmettre, ce sont des éléments, d'actifs. Ça veut dire ce qu'on appelle familièrement le fonds de commerce. On ne vend dans ces cas-là que le haut du bilan. On vend de la clientèle, du matériel. Bien évidemment, les contrats de travail suivent avec les acquis sociaux des salariés. L'autre solution qui peut se présenter concerne les sociétés, où en fait, là, lorsqu'on est en société, pour une transmission, on a une alternative. On peut partir sur la cession des titres de société, mais qui dit reprise des titres de société dit un rachat de l'actif et du passif, puisque dans ce cas-là, lorsqu'on rachète les titres, ce sont les individus qui prennent les décisions dans la société que l'on change, mais la société continue, la structure juridique société continue, avec sa comptabilité, ses bilans, son actif, son passif. Donc là, il faut bien vérifier effectivement qu'il n'y ait pas un niveau d'endettement trop lourd au niveau de cette société. Si on constate qu'il y a un endettement trop lourd, eh bien à ce moment-là, les sociétés peuvent partir sur l'option de vendre leur contenu. Et on retrouve donc le système de fonctionnement initial de la vente du fonds de commerce qu'on appelle les éléments d'actifs.
la cession du fonds de commerce, les contrats de travail vont toujours suivre avec les acquis sociaux des salariés. En n'oubliant pas que de toute façon, dans les modalités de transmission, donc on peut être sur une vente, mais on peut être sur une donation, voire sur une location-gérance. Quand j'évoquais tout à l'heure des modalités différentes pour répondre à des situations actuellement d'incertitude plus prononcée dans la période, on peut tout à fait envisager, pour quelqu'un qui initialement était parti sur une cession d'entreprise, de passer par une situation intermédiaire de location-gérance qui peut être assortie d'un rachat à terme au bout de 2 ans, 3 ans. Ça peut être aussi une des solutions possibles dans cette période de crise. Il n'en demeure pas moins que crise ou pas crise. Donc, il faut bien définir ce que l'on va vendre et ensuite, donc, je l'évoquais, il va falloir faire connaître cette offre de vente. Donc, pour ça, il faut diffuser assez largement. Alors, il faut diffuser tout en préservant le fonctionnement au quotidien de l'entreprise. Donc, il est possible de diffuser en préservant l'anonymat de l'entreprise. Il y a toute une série d'outils au jour d'aujourd'hui utilisés par les chambres consulaires. Nous avons tous des supports de diffusion tels que par exemple Trans-Entreprises que nous partageons avec nos collègues de la CCI qui permettent une diffusion très large sur l'ensemble du territoire. Nous avons, nos supports, que ce soit le site internet de la Chambre de métier 87, que ce soit le site de la Chambre régionale de métier ou le site internet de CMA France, qui est notre réseau national. Donc, on peut utiliser tous ces supports. Et la démarche, lorsque l'on diffuse ces supports, c'est celle c'est celle d'une diffusion anonyme. Chaque annonce a une référence chiffrée et nous diffusons sous cette référence chiffrée. Dans un premier temps, les seules coordonnées qui apparaissent sont celles de la chambre de métier, de l'agent en charge des transmissions, qui va être le premier contact avec le repreneur et qui va permettre de, je dirais, un petit peu filtrer les contacts repreneurs pour éventuellement écarter ceux qui ne seraient que des mauvais curieux et de pouvoir donc avoir des chances d'établir un contact avec des repreneurs intéressants, ayant un profil pour nous en artisanat technique correspondant donc à l'entreprise reprise. Bien sûr, tous les partenaires habituels de l'entreprise, je citais en introduction les experts comptables, les notaires, les avocats, les banquiers, tous ces gens-là peuvent être prescripteurs aussi au niveau de la vente de l'entreprise. Et donc, si vous avez des rapports de confiance avec vos partenaires habituels, y compris les fournisseurs, n'hésitez pas également à leur faire connaître votre souhait de diffusion. Et lorsque ces diffusions donc portent leurs fruits, il y a des contacts qui s'établissent et donc on va pouvoir rentrer dans la phase de négociation de l'entreprise. Alors, par expérience, nous qui pratiquons depuis plus de 30 ans le diagnostic estimation au niveau du service transmission, il est clair que lorsque le travail préalable a été fait par le cédant d'établissement d'un descriptif, d'analyse d'exploitation avec les points forts et les points faibles, eh bien la phase de négociation va être beaucoup plus simple puisque le cédant disposera de ces supports, de ces dossiers d'analyse d'exploitation, de diagnostic de l'entreprise qui vont pouvoir vraiment être utilisés dans le cadre de la négociation et permettre donc à chacune des deux parties d'arriver à un compromis parce que il faut pas se voiler la face. La vente d'une entreprise, c'est l'art subtil donc d'un compromis, chacun voulant négocier au meilleur prix, mais la définition du meilleur prix étant un petit peu au départ opposée pour chacune des deux parties. Donc, il faut que chacun fasse un petit bout du chemin l'un vers l'autre pour avoir des chances de conclure la vente. Et lorsque cette conclusion, cet accord est fait, eh bien, à ce moment-là, donc, ce sont les juristes qui vont prendre le relais. Alors, dans les obligations que doit respecter tout cédant, si vous avez des salariés, bien évidemment, il y a une obligation d'information de vos salariés sur la démarche de vente de l'entreprise, au plus tard 2 mois avant la conclusion de la vente. Vous, cédant, vous restez libre de vendre votre entreprise à qui vous le souhaitez, mais vous avez des salariés, vous avez l'obligation de les informer
au minimum 2 mois avant la conclusion de l'acte de vente. Ceux-ci ont le droit, bien sûr, de se positionner comme repreneur possible. Vous cédant, vous gardez, bien sûr, la liberté de négocier avec qui vous voulez. Alors, dans cette phase de conclusion des actes, il va y avoir une phase intermédiaire qui est celle de l'établissement d'un compromis de vente. Et donc, lorsqu'il y a un accord verbal de reprise d'entreprise entre un cédant et un repreneur, bien évidemment, le repreneur, lui, va devoir faire une recherche de financement dans une majorité de cas. Et donc, il est souhaitable d'établir un compromis de vente ou un protocole d'accord préalable. C'est une promesse de part et d'autre qui engage aussi bien le cédant que le repreneur, promesse d'achat que signe le repreneur sous réserve de l'obtention de ses financements bancaires, sous réserve que les chiffres d'activité de l'entreprise que l'on ne connaît pas au moment où on négocie donc soient maintenus sur les derniers bilans qui quelquefois sortiront après la conclusion. Donc on peut prévoir des clauses de réserve pour limiter le risque, surtout dans cette période un petit peu bouleversée. Et donc, cette promesse d'achat va permettre au repreneur, lui, de pouvoir contacter ses financeurs, prendre le temps de trouver du financement dans de bonnes conditions, puisque vous, cédant, vous aurez promis de lui vendre à lui. Et pendant la durée de cette promesse, vous vous serez interdit donc de gérer avec d'autres personnes. Et puis, donc, l'acte de cession définitif interviendra. Dans les deux cas, que ce soit le compromis de vente qui contient toutes les mentions d'un acte définitif ou que ce soit l'acte définitif proprement dit, c'est le juriste choisi par le repreneur qui fera ces différents actes. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est ce juriste qui se chargera donc de radier le cédant et d'immatriculer le repreneur. Paul Urbain, dans l'optique d'un rachat donc d'entreprise en difficulté, est-ce qu'il va y avoir une différence au niveau de la procédure et de la rédaction des actes? Non, strictement aucune. Le préalable est simplement un préalable judiciaire, puisqu'une autorisation donnée par un juge, qui est le juge commissaire, est un préalable requis pour pouvoir céder un fonds artisanal ou commercial. Et puis ensuite, le cheminement est celui que vous venez d'évoquer avec une publication, puis ensuite une conclusion des actes de vente de façon similaire au droit commun. Donc, c'est le repreneur qui proposera donc son juriste. Son rédacteur d'actes, exactement. Voilà, avocat, notaire, voilà. Parfois expert comptable, pour rédiger les actes. Et une publication intervient, et tout ça est conforme au droit commun. Très bien. Donc, voilà ce que nous voulions un petit peu tous les trois évoquer avec vous ce matin. Se dire que la période est difficile, mais qu'elle n'empêche pas une transmission d'entreprise, qu'il faut encore plus qu'en période normale s'entourer de conseils pour savoir un petit peu vers quelle démarche il faut s'engager pour pouvoir négocier son entreprise. Et donc, si vous rencontrez des difficultés un peu hors normes, surtout, n'hésitez pas à vous faire entourer davantage, conseiller davantage, de façon à pouvoir transmettre l'entreprise. Et puis pour ceux qui ne rencontrent pas, fort heureusement, de difficultés particulières dans la période, le processus de transmission est toujours le même. Il nécessite d'anticiper, de préparer pour avoir un maximum de chances de pouvoir conclure donc ces transmissions d'entreprise. Je vous remercie de nous avoir suivis pendant cette visioconférence d'information.